Bonjour à tous. Non, vous ne rêvez pas. Comme vous venez de le voir dans l'extrait que je viens de vous montrer, le générique de fin du film Men in Black avec Will Smith, c'est bien l'un des poèmes les plus planants du recueil poétique Les Fleurs du Mal que nous allons aujourd'hui aborder. Je vole! Jack! Un poème extrêmement riche que l'on pourrait tout à fait envisager comme un trip géographique où l'âme du poète se baladerait un peu partout, au-dessus des étangs, des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Mais ce voyage sous plusieurs aspects serait aussi, voire surtout, un voyage mental, psychique et intérieur. Tire, 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 tire. Les raccourcis, je vous l'accorde, surtout au vu du passif de Baudelaire, peuvent être vite faits. Et bon nombre de commentateurs pourraient tout à fait voir dans ce texte les délices que procureraient les paradis artificiels. Oh, regardez ça. Et des paradis bien sombres et illusoires si l'on en croit le retour au réel, plutôt décevant, vécu par le poète. Trip au cannabis, ça commence en général par ce que beaucoup de jeunes appellent une crise blanche, c'est-à-dire une sensation de malaise, de vertige, des nausées, parfois même des vomissements. Bref, quoi qu'on en dise, vous avez là un poème extrêmement riche et représentant parfaitement la quintessence de ce qu'on appelle aujourd'hui le symbolisme. Le symbolisme, c'est quoi? Non. Donc voilà. Le symbolisme, c'est un mouvement artistique montrant le monde non pas dans sa vision objective et scientifique, mais dans sa vision mystérieuse, cryptique, cachée. Rien compris. Oui, c'est pas grave. Que veut dire symbole? Bonne question. Bonne question. Bonne question. L'étymologie du mot symbole vient du grec symbalein, qui veut dire relier. Et alors? Et alors? Il s'agira ainsi de se faire l'écho du monde des mystères, faire le lien entre le réel et l'irréel, le visible et l'invisible. Par la poésie, et par ce poème donc, le poète vous propose dans Élévation de pénétrer les mystères, voir par-delà l'essence et savourer une nouvelle façon de sentir le monde qui nous entoure. Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire « Oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil ?» Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explicationnaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation. À quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre? Quand est-ce qu'il a été publié? À quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir? Et enfin, un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux poème Élévation, relatant un voyage tout à la fois littéral et symbolique. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? 1, 2, 3, partez. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. C'est par ces thèmes que le poète implore son esprit pour mieux se défaire de toute cette gangue terrestre qui le broie vers la terre et le cheville à ce spleen, ce fameux mal du siècle broyant de nombreux artistes comme Baudelaire au milieu du 19e siècle. Ce poème est composé de 5 quatrains en alexandrin. Troisième poème de l'œuvre Les Fleurs du Mal, il ressemble sous plusieurs aspects à une forme d'initiation, où il serait question de cerner le monde écartelé entre le spleen et l'idéal, mais aussi entre la boue et l'or. À caractère lyrique, voire élégiaque, Élévation semble s'écouler petit à petit de l'idéal à un spleen typique de l'univers de Baudelaire. Le poète conclut son entreprise sur un constat d'échec. Un échec qui sera néanmoins contrebalancé par la magie qui se dégage du poème, une magie largement rendue possible par la mission symboliste que le poète s'est lancé en transcendant son mal-être par le lyrisme poétique, seul support lui permettant de supporter le poids de cette existence brumeuse. Pour la fluidité de mon explication, je découperai le poème en 4 axes. Le premier, ce sera l'ambiguïté du texte à travers la seule analyse du titre. Le deuxième, eh bien, je verrai le voyage tout en douceur porté par le lyrisme du texte, les 2 premières strophes. Le troisième axe, ce sera comme un voyage mental et hypnotique pour mieux dérégler les sens du lecteur grâce aux synesthésies. Ce sera la 3e strophe. Et enfin, le 4e axe portera sur l'échec de cette supposée élévation, avec les 2 dernières strophes.
Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word, accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Oui, enfin n'exagérons rien. Maintenant, il vous reste quand même l'explication linéaire à faire. Après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, n'oublie pas d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, n'importe quoi, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation, go! Dès la lecture du titre de ce poème, ma première impression relève du doute ou du trouble de par les différentes significations que l'on peut prêter au mot élévation. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Le titre élévation renvoie ici à une polysémie. Il pourrait effectivement tout aussi bien renvoyer à un voyage physique, géographique, où le lecteur serait invité à bouger pour mieux se hisser vers le haut. On le voit à travers le champ lexical de la nature, comme avec les termes étang, vallée, montagne, bois, nuage, mer, soleil, nageur, onde par la suite. Mais ce voyage peut aussi se considérer comme une aventure mystique, spirituelle. L'élévation est cet instant de la messe où le prêtre élève l'hostie, par exemple. Les deux dimensions de ce voyage feraient donc de cette élévation une épopée totale où le corps s'associe à l'esprit et où les mots feraient office de carburant pour atteindre les hauteurs spirituelles auxquelles l'auteur souhaite accéder. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui. Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Allez, on y retourne, deuxième axe. Dans les deux premières strophes, le voyage décrit par le poète paraît bien doux, bercé par une musique légère et agréable, par les anaphores au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, par-delà les confins des sphères étoilées, et les rimes embrassées, mettant en évidence les hémistiches de chaque alexandrin, impossible de ne pas voir le travail rythmique du poème, ainsi que le travail sonore. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Ce lyrisme, à mes yeux, transfigure largement le cadre spatial de cette élévation, largement mis en lumière par le champ lexical de la nature, précédemment évoqué. Un champ d'autant plus visible par les énumérations au vers 2, 3, 4, et qui trouve son apogée dans des comparaisons mélioratives, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, et des hyperboles, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, faisant ainsi de ce voyage une épopée grandiose et enivrante. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Dans un troisième axe, la troisième strophe me donne l'impression que ce voyage se transforme en un périple psychique, hypnotique, jouant des contrastes pour mieux dérégler et déconditionner les sens du lecteur. Sur quels critères puis-je affirmer cela? Eh bien, dès la strophe précédente, en dissociant mon et tu, Baudelaire opérait déjà une antithèse, comme s'il séparait le corps de l'esprit. Était-ce là une tentative pour mieux vivre un état modifié de conscience? Dans le même processus, nous pouvons voir des synesthésies. Oui, stop. Une synesthésie, c'est quoi? Bonne question, merci d'avoir posé. La synesthésie, cela peut être voir un son, entendre une couleur, goûter une odeur. Très fréquente dans la poésie, elle permet souvent au poète de dérégler notre machine à ressentir, un peu trop sage, confondant deux sens a priori inconciliables, oui, vu, goût, vu, etc. Elle nous oblige à voir ou entendre ou ressentir autrement le texte et donc le monde qui nous entoure.
Dans tout le poème, une grande importance est accordée au sens. Le goût, vers 11, boit comme une pure. Le toucher, vers 14, qui charge de leur poids. L'ouïe, vers 22, muette, langage. La vue, vers 12, feu clair, limpide. L'odorat, vers 9, miasme morbide. Le mélange de tous ces sens ferait donc d'élévation un grand poème synesthésique, donnant ainsi à cette élévation idéale un aspect qui n'est pas seulement symboliste, mais presque magique, invitant le lecteur à tenter de faire de même. En mélangeant effectivement les 4 éléments, air et terre, air, puis eau, feu, air, on le voit avec envole-toi, miasme morbide, purifié, l'air supérieur, bois, liqueur, feu, espace limpide. Eh bien, Baudelaire dérègle notre machine sensorielle. Sans doute pour 2 possibilités. La première, mieux nous aider à ressentir autrement ce qui nous entoure. La deuxième, mieux nous aider à nous déconnecter de notre sphère logique et rationnelle. Troisième possibilité, par un fort héritage symboliste, le poète se fait ainsi le défricheur des mondes invisibles pour aider son lecteur à se déconnecter et ainsi mieux décrypter les symboles que ne voit pas le commun des mortels. C'est vraiment très impressionnant. Les 4e et 5e strophes semblent montrer le point culminant de cette déconnexion, sous-entendant déjà un probable échec annoncé. Sur quels critères puis-je affirmer cela? Eh bien, la disparition de la seconde personne, visible dès le vers 5, qui disparaît à la 3e strophe, caractérise cette situation et l'apparition d'impératifs « envole-toi »,« va te purifier »,« bois » montre bien que pour s'évader, se sortir de cette détresse, l'auteur n'a que trop peu de possibilités. Voulait-il trop se convaincre que cela était possible alors que pas du tout? Quelle que soit la réponse apportée à cette question, nous constatons que de la 2e personne, le poète passe à la 3e personne, en utilisant par 3 fois l'anaphore « heureux celui qui peut », plus « heureux celui dont les pensées », plus enfin, sous-entendu, « heureux celui qui plane sur la vie et comprend sans effort ». Autrement dit, tout un système de mots pourrait être remplacé par « il », 3e personne du singulier. L'élévation semblerait donc impossible, du moins pour l'auteur qui resterait prisonnier de la société et de son chagrin, puisqu'en disant « heureux celui qui », nous comprenons finalement que le poète s'exclut de ce bonheur auquel il se croyait pourtant associé au départ. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Après avoir exprimé l'idéal, le bonheur et le bien-être, le poème se tourne donc vers le spleen avec des champs lexicaux s'opposant à ceux au début du poème. Le champ lexical de la mélancolie est à remarquer. Miasme, morbide, ennui, chagrin, poids. Rejet d'autant plus fort que ces sentiments négatifs sont soit personnifiés, les ennuis chargent de leur poids, soit hyperbolisés, vaste chagrin, existence brumeuse. Je suis triste, je suis triste. Après l'unité et l'harmonie des débuts, le poète semble vouloir montrer la dualité, l'écartèlement en soulignant certaines turbulences concernant la fin de son voyage. Comment peut-on effectivement s'élancer, monter vers des champs à la base plutôt bas? Comment peut-on glorifier les mots en tant que poète pour finir, dernière expression, par glorifier les choses muettes qui se passent de mots? Putain. Rien compris, moi. Ce dernier vers, définitivement, explicite cet écartèlement et me fait réfléchir sur la meilleure façon de déclamer ce type de poème. Faut-il insister sur le pathétique, en mettant le mieux possible en évidence cette longue gradation évoquant le spleen de plus en plus présent? Ou bien faut-il au contraire laisser le lyrisme le mieux en évidence pour montrer, quoi qu'il arrive, la victoire des mots sur la tristesse des faits? Ou alors peut-être un mélange des deux. Voilà. À partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la rencontre entre le spleen et l'idéal au sein d'un voyage tour à tour géographique, spirituel, mystique,
où se disputent l'échec de l'entreprise et la victoire de la toute-puissante poésie, et enfin une ouverture. Une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien alors une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien alors cela peut être aussi les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non mais attendez, pas de panique, hein. Ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec d'autres œuvres, en l'occurrence ici un tableau de Caspar Friedrich, illustré par un morceau intitulé « La mort d'Az » du compositeur Edvard Grieg. Si c'est bon pour vous, alors c'est bon pour moi. C'est parti pour une conclusion type, telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. Go! 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons donc vu que de l'idéal jusqu'au spleen, le poème Élévation rencontre des difficultés à maintenir un idéal, une situation de bonheur. Il amène ainsi à un spleen qui s'inscrit dans un véritable échec envers la société et le monde en général, et qui ramène l'auteur à sa condition d'homme, rappelant ainsi son statut de poète maudit. Tout comme dans une charogne, le poète se sert ici d'un matériau de base pour mieux en faire l'objet d'une réécriture. Un cadavre d'animal permettait dans une charogne de mieux réinventer le topos du tempus fugit. Le spleen le ramenant à la terre, pour sa part, dans ce poème, l'aide à mieux réinventer la poésie afin de mieux transcender son malheur et faire de celui-ci un pur sujet esthétique et donc poétique. Je suis impressionnée. Cette nouvelle façon de concevoir la poésie pourrait encore mieux s'imaginer dans le tableau de Caspar Friedrich intitulé « Le voyageur contemplant une mer de nuages », peint en 1818 et où nous observons, là aussi, une élévation. Une élévation dont on ne saurait que trop dire si elle est belle, mélancolique et douce, grâce au magnifique jeu des couleurs qu'offre un tel panorama. Ou bien si elle est triste et oppressante, mettant en évidence toute la solitude écrasant le personnage, à jamais seul et inadapté, emprisonné dans sa tour d'ivoire. En repensant à Baudelaire, qui disait « Le beau est toujours bizarre », et en repensant différentes émotions, parfois étranges, face au tableau de Friedrich et au texte Élévation, nous pourrions dès lors nous demander deux choses. Est-ce que ce texte doit forcément se figer derrière une seule et unique interprétation? Ou bien est-ce que ce texte justement doit se vivre comme une bizarrerie, à jamais tiraillée par ses multiples contradictions pour mieux perdre, interroger et désarçonner son lecteur? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord, si elle vous a aidé, j'en suis très heureux, et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut! C'était vraiment très intéressant.